j'ai donné quand même un titre à ce que je vais vous raconter un peu, qui fait un peu plus conférence, je dirais peut-être, et un peu moins, atelier de formation sur, la fin du chômage avec un point d'interrogation qui sera un peu le fil directeur, même parfois peut-être de façon un petit peu superficielle sur certaines parties, mais qui sera un peu le fil directeur de ce que je vais vous raconter ici. Et je me placerai sous l'auspice de ce grand monsieur dont je vous montre la photo et dont je ne vais pas vous dire le nom, je vais vous laisser deviner le nom et vous me direz à la fin si vous avez deviné qui est ce grand monsieur à qui on doit beaucoup sur la thématique du chômage. Alors, justement, alors, concernant le programme, puisque hein, mon cahier des charges, c'était de repartir quand même un peu du programme auquel, comme le rappelait Christophe Lavial, j'ai participé à l'élaboration. Avec la liste que m'a envoyée Béatrice, donc j'ai classé les thématiques tout simplement en 5 thématiques, qui sont les thématiques du programme telles qu'elles apparaissent, hein, savoir définir le chômage, comprendre les problèmes d'appariement et les asymétries d'information, comment elles sont sources de chômage structurel, comprendre les effets des institutions sur le chômage, hein, et sont plus particulièrement mentionnés le salaire minimum et les règles de protection de l'emploi, comprendre les effets des fluctuations de l'activité économique et puis connaître les principales politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage. Alors évidemment, pour moi, il n'est pas question de traiter à fond toutes ces thématiques, mais plutôt de les éclairer et de façon un peu transversale, à travers des points qui me semblent importants et qui sont peut-être un peu plus nouveaux par rapport à ce que l'on peut trouver dans les manuels ou dans un excellent repère, hein, sur le chômage, mais dont la dernière édition date de 2015. Et donc ce que je vous propose, c'est ensemble parcourir quatre points, 4 temps. Donc revenir un peu sur, puisque le point de départ, c'est un peu la fin du chômage, et donc de revenir un peu sur les questions, justement de c'est quoi cette catégorie de chômage en tant que catégorie statistique, mais aussi catégorie administrative et à la fois de représentation et d'action publique, et de voir en fait comment ce phénomène n'est pas nouveau, mais je crois il n'a pas cessé de s'accélérer au cours des dernières années, comment cet indicateur lui-même euh, est de plus en plus remis en cause, ou plutôt il est dépassé par le déploiement d'indicateurs complémentaires, et comment on passe de cette notion de chômage à, et là je reprends un des termes d'Eurostat, comme on le verra, une notion beaucoup plus englobante de demande d'emploi insatisfaite. Et là, évidemment, ça va recouper très largement le thème 1 du programme. Et puis ensuite, je reviendrai sur ce qui a un peu changé aussi au cours des dernières années, c'est le lien entre l'évolution du PIB, de l'emploi et du chômage. Alors j'ai mis le lien distendu, je ne sais pas si c'est la bonne, le bon qualificatif, mais disons que ce lien est un peu, il s'est passé des choses, hein, concernant ce lien, et que l'on verra. Et là, ça nous amènera à traiter plus directement donc, du thème 4, mais aussi d'aborder le thème 5, et un peu aussi le thème 3 sur les institutions, mais donc thème 4 sur les fluctuations conjoncturelles, et thème 5 sur le rôle des politiques publiques dans ce lien entre PIB, emploi et chômage. Et puis je reviendrai ensuite plus spécifiquement sur la question de la flexibilisation du marché du travail comme solution au chômage. De ce qui est un peu nouveau là aussi au cours des 20 dernières années, c'est plus ce que j'appellerais l'érosion du paradigme néolibéral, et notamment le fait que finalement, donc, ces institutions qui étaient quand même pas mal vilipendées, notamment protection de l'emploi et du salaire minimum, les deux qui sont nommés dans votre programme, la vision que l'on en a, suite aux recherches empiriques et théoriques, la vision qu'on en a pas mal changé au cours des années 20, et les discours d'expertise et de préconisation de politique publique, notamment portée par la CDE, ont aussi changé au cours de cette période. Et puis je finirai sur les questions de l'appariement, hein, puisque ça c'est une question peut-être un peu nouvelle dans le programme. Et là aussi, si je suis mon fil, c'est de dire, voilà, à travers la question de l'appariement, on sort aussi finalement de la notion du chômage un peu classique, conçu comme simple désajustement quantitatif avec une offre et une demande sur le marché du travail, hein.
on a tous en tête le schéma classique, je dirais. Et là, on a une vision beaucoup plus dynamique de la question, qui renouvelle aussi un peu le questionnement du chômage et qui contribue à dépasser le chômage tel que nous le connaissions, je dirais, mais tel que le connaissions aussi comme, encore une fois, comme catégorie théorique et empirique. Voilà, et on clôturera là-dessus. Alors, sans tarder, ma première partie, que je nous mets un peu au-delà du chômage, c'est sur un peu les indicateurs et à travers les indicateurs, parce que ça peut devenir assez vite rébarbatif de regarder les indicateurs, de regarder les évolutions des définitions statistiques, etc. Mais c'est surtout quels sont les enjeux derrière les évolutions. Alors là, évidemment, ça s'inscrit dans je dirais, dans une problématique plus générale qui est le fait rappeler qu'il y a eu beaucoup de travaux sur le fait que le chômage, comme catégorie à la fois de représentation et d'action publique, est une construction sociale. Le chômage a été non pas découvert, mais plutôt inventé ou construit à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et là, Christophe parlait des regards interdisciplinaires, et là, ce point a été bien documenté par les historiens, par des sociologues. Alors, je cite deux ouvrages fondamentaux en français, mais il y en a eu aussi beaucoup anglo-saxons sur la question. Et puis, c'est par rapport à ce processus qui date du 19e, fin du 19e, début du 20e siècle, que l'on va inscrire aussi nos réflexions, cette fois-ci en disant ce à quoi on assiste depuis déjà un certain moment, mais c'est un processus peut-être inverse, un peu de déconstruction, de dépassement, en tout cas d'interrogation sur la construction sociale de cette catégorie de chômage. Et je me permets de me citer, mais j'avais commis un petit texte dans la revue Genèse en 2002, justement, de l'invention du chômage à cette déconstruction. Et donc, vous voyez que c'est déjà une interrogation assez ancienne. Et alors, de façon plus concrète, qui peut vous intéresser plus directement, je dirais de façon opérationnelle dans le cadre du programme, c'est qu'un des symptômes de ce processus de remise en cause un peu de la catégorie chômage, c'est la multiplication des indicateurs complémentaires à ceux de chômage qui sont de plus en plus mobilisés. Alors, je pense que vous connaissez tous les indicateurs de l'INSEE, les indicateurs de l'INSEE qui sont publiés maintenant de façon régulière depuis presque une quinzaine d'années maintenant, avec les notions de halo et les notions de sous-emploi, dont je rappelle ici les définitions de l'INSEE. Je reprends simplement intégralement les définitions que vous pouvez retrouver très facilement, et vous pouvez aussi retrouver toutes les données en tapant dans votre moteur de recherche Halo du chômage, et vous trouverez directement sur le site de l'INSEE avec les tableaux Excel, avec toutes les évolutions, etc. Et là, j'ai juste repris aussi les derniers chiffres, les chiffres les plus récents, donc de 2020, et on voit que si on va chercher donc autour de les personnes qui sont autour de cette notion, autour du chômage, soit dans la population inactive, soit les personnes qui sont en emploi, mais qui ont une demande d'emploi, on va le dire dans un instant, un peu insatisfaite, on s'aperçoit que rien que quand on prend le halo, bien on a un nombre de personnes très important, et qui est d'un ordre de grandeur finalement pas très très différent du chômage officiel. D'accord? Donc le halo, ce sont les personnes qui sont plutôt classées dans la population inactive, et puis le sous-emploi, ce sont au sens de l'INSEE les personnes qui sont en emploi mais qui n'ont pas travaillé le nombre d'heures souhaitées. Alors, au-delà de voilà, pardon, avant de passer aux catégories
d'Eurostat. Juste un petit focus au sein de cette catégorie de sous-emploi, notamment sur le temps partiel involontaire, hein, parce que vous l'avez vu dans la slide précédente, la catégorie de sous-emploi au sens de l'INSEE comprend aussi bien les personnes en chômage partiel, pour aller vite, que les personnes en temps partiel involontaire. Et ce qui caractérise la France, c'est que à la fois la France est plutôt dans la fourchette basse des grands pays de l'OCDE en termes de part du temps partiel dans l'emploi total, hein, vous le voyez ici, par rapport à elle est très nettement en dessous de l'Allemagne, en dessous du Japon, du Royaume-Uni, et finalement, elle est, avec l'Italie, elle est plutôt dans donc la fourchette très basse. En revanche, là où la France est dans la fourchette haute, c'est pour le temps partiel involontaire. Et ça, ce sont des pourcentages, hein, comme vous voyez ici, qui sont calculés en pourcentage de l'emploi total. Hein, donc ça veut dire qu'en France, vous avez 6,6% des personnes en emploi qui sont en temps partiel involontaire. Et que ce que l'on constate, c'est que le temps partiel involontaire est d'autant plus important que le temps partiel global, lui, est faible, hein. Il y a cette relation un peu inverse, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, si on prend maintenant la catégorie d'Eurostat, donc l'INSEE a ses propres catégories et Eurostat, donc l'Institut de statistique européen, a aussi, depuis un certain nombre d'années, et là, pareil, hein, vous tapez Labour Market Slack, par exemple, dans votre moteur de recherche, vous aurez aussi toutes les données. Eurostat a sa propre sous-catégorie de sous-utilisation du marché du travail. Un Slack, ça veut dire mou, déprimé, etc. Enfin bon, sous-utilisation du marché du travail, ou encore donc ce fameux concept de la demande d'emploi non satisfaite. Et qui comprend donc, hein, de façon plus, je dirais, plus simplifiée que l'INSEE, mais en gros, c'est les travailleurs à temps partiel qui souhaitent travailler davantage, les personnes qui sont disponibles pour travailler mais qui ne sont pas à la recherche d'un emploi, donc selon les critères du BIT, ne sont pas comptés dans les chômeurs, et les personnes à la recherche d'un emploi mais qui ne sont pas immédiatement disponibles, et là aussi, selon les critères du BIT, ne sont pas considérés comme des chômeurs, au sens du BIT. Et ces trois groupes sont regroupés dans la catégorie donc, de sous-emploi sur le marché du travail. Mais alors donc attention, vous voyez bien que cette catégorie de sous-emploi sur le marché du travail, c'est pas la même que celle de l'INSEE, qui est beaucoup plus restrictive. Et si on rajoute ces trois catégories à la population active au sens du BIT, on a le concept de population active élargie. Et quand on calcule ensuite la part de ces différentes catégories dans cette population active élargie, PAE, vous voyez que si on prend les chômeurs au sens du BIT, ils représentent, alors ça c'est pour l'ensemble de l'Union européenne, hein, ils représentent 7% de cette population active élargie, mais que si vous rajoutez les trois autres sous-populations, on a une proportion, hein, si vous rajoutez 2,9 plus 3,8 plus 0,8, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, à peu près, on doit être autour de 7,5. On a une proportion de personnes, hein, qui est supérieure au chômage officiel, au chômage déclaré, hein. Donc ce n'est pas négligeable. Et ici, donc, vous voyez les dernières données publiées par Eurostat qui datent du deuxième semestre 2021, donc avec l'iconographie d'Eurostat, hein, donc ici, alors en anglais, donc vous avez à la fois les gens qui sont au chômage, qui sont disponibles mais qui ne sont pas en recherche active, qui sont en recherche active mais qui ne sont pas disponibles, ou qui sont en temps partiel contraint. D'accord. Et donc vous voyez que la moyenne, elle est à 14,8 pour l'ensemble de l'Union européenne, mais vous voyez que effectivement les taux sont très différents selon les pays, et que la France est plutôt dans la fourchette haute, hein, la France est plutôt dans la fourchette haute, et que c'est plutôt, mais là la relation n'est pas très très nette quand même, hein, mais
c'est quand même des pays qui ont des taux de chômage, très importants, qui ont aussi tendance à avoir des taux de sous-emploi au sens d'Eurostat, relativement importants, hein. Le pays qui a le record, c'est vraiment l'Italie, hein. Vous voyez que, le sous-emploi au sens d'Eurostat, atteint des records alors que le taux de chômage, est relativement, élevé aussi. Alors ces catégories, je dirais, un peu complémentaires à celles de chômage, en fait. La politique publique a une responsabilité, je dirais, dans l'émergence, et dans l'augmentation de ces catégories. Pourquoi? Parce que ce sont en partie les politiques de l'emploi et les politiques de protection sociale et les systèmes de protection sociale qui créent ou du moins encouragent ou alimentent, ces statuts que j'appellerais ces statuts autour du chômage, en fait. Alors et ça, bon, là, encore une fois, ce constat n'est pas nouveau, hein. Il y a eu beaucoup de mobilisation autour de ces thématiques, dans les années, 1990. Pourquoi? Parce que dans les années 90, dans certains pays, on a eu des taux records de personnes qui se retrouvaient notamment dans des dispositifs d'invalidité ou dans des dispositifs de, préretraite ou, dans des dispositifs d'indemnisation du chômage mais avec dispense de recherche d'emploi, hein, ce qui était le cas en France, par exemple. Ce qui faisait que ces personnes-là étaient indemnisées par le système du chômage, mais n'étaient pas considérées comme en recherche active d'emploi, donc n'étaient pas considérées comme chômeurs, d'accord. Donc les politiques de l'emploi et de protection sociale et d'indemnisation ont entretenu, sinon créé en partie, ces statuts périphériques au chômage, en fait. Bon. Et dans les années 90, il y a une prise de conscience de ça et il y a eu des efforts à partir des années 90, dans le cadre de l'activation aussi des politiques de l'emploi et des politiques de protection sociale, de diminuer ces catégories. Notamment en France, hein, alors c'est pas seulement pour des soucis de rebasculer ces personnes dans le chômage, dans le chômage officiel. Au contraire, puisque en partie, l'avantage de ces catégories, c'était justement du point de vue du décideur de public de masquer une partie du chômage dans d'autres catégories. Mais c'était dû aussi à des problèmes de faire revenir ces personnes en emploi. Et du coup, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, où les dispositifs d'invalidité avaient été utilisés massivement comme, je dirais, équivalent fonctionnel du chômage indemnisé, c'était pour ramener ces personnes vers l'emploi. Ou en France, c'était on a eu toute une politique de baisse des préretraites, parce que ça coûte cher et deux, bah, l'objectif avec aussi en repoussant l'âge légal de la retraite, c'était de maintenir les salariés le plus longtemps possible sur le marché du travail, ou de faire, en France aussi, on a baissé aussi fortement et on a supprimé finalement le dispositif d'indemnisation du chômage avec dispense de recherche active d'emploi, qui était réservé aussi à des gens de plus de 57 ans, en fait, hein. Donc ça, c'est pour des raisons autres, je dirais, que juste de faire du nettoyage statistique, évidemment, mais ces politiques sont allées dans le sens de réduire un peu l'alimentation de ces statuts périphériques. Et ce qu'on voit pour autant, c'est que même si ces politiques ont été déployées, ces statuts périphériques n'ont pas cessé d'exister, en fait, et aujourd'hui, encore une fois, ces statuts périphériques occupent une place très importante. Une autre raison aussi du développement de ces statuts périphériques et et de façon plus largement aussi un autre aspect de ce brouillage de ces catégories traditionnelles d'IT, hein, entre emploi, chômage, inactivité, c'est le développement de certaines formes particulières d'emploi. Et notamment la plus impressionnante, je dirais, c'est, les contrats dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont assez spécifiques, enfin, qui sont surtout développés au Royaume-Uni, qui sont les zero hour contracts. C'est-à-dire, ce sont des contrats de travail qui ne vous garantissent de façon contractuelle, vous n'avez aucun minimum d'heures de
travail qui vous sont garantis. C'est-à-dire que vous signez un contrat et vous êtes, convoqué, au bon vouloir de l'entreprise et l'entreprise ne s'engage à vous fournir aucun minimum d'heures. Bon. Ces contrats de travail, ils existent au Royaume-Uni depuis longtemps. Sauf que l'on voit, là je vous ai mis les chiffres, hein, ils sont passés de 225 000 en 2000, ce qui était déjà beaucoup, à pratiquement 1 million en 2020, hein, en 20 ans, donc ils ont été pratiquement multipliés par 4 et si bien qu'ils représentent au Royaume-Uni en 2020 3 de l'emploi total, hein, ce qui est quand même assez considérable et si vous comparez les 990 000, zero hour contracts au Royaume-Uni, il faut les comparer aux 1,5 million de chômeurs officiels au sens du BIT la même année. Vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur, qui deviennent assez comparables. Alors, quelles sont les implications macroéconomiques maintenant de cette exigence des statuts? Parce qu'on pourrait dire, bon voilà, s'intéresser à ces statuts, il peut y avoir plusieurs motivations, je dirais. Il y a une motivation purement de repérage statistique et un goût de la taxonomie, je dirais, de savoir bien classer, les gens où ils devraient être classés. Il y a, aussi une motivation en termes de politique publique et un souci social de dire: «Mais attention, le problème du chômage, le chômage officiel ne cache une partie du problème du marché du travail et de cette demande d'emploi insatisfaite et donc il faut bien pouvoir, cartographier, cette partie cachée, avec des catégories, adéquates pour pouvoir y répondre aussi d'un point de vue, de politique publique. Et puis il y a une autre, motivation qui est, de dire: «Mais oui, mais le chômage, c'est aussi une catégorie macroéconomique, en fait». Et en tant que telle, est liée à d'autres catégories macroéconomiques et si le chômage joue mal son rôle de mesure de l'état du marché du travail, ça a aussi des répercussions d'un point de vue macroéconomique. Alors, d'un point de vue macroéconomique, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et notamment, qu'est-ce qui se passe sur la période récente? C'est que les crises, hein, ont joué un certain rôle dans le développement de, ces catégories périphériques, notamment ce qu'on appelait le the Great Recession, hein, dans le monde anglo-saxon, donc la crise, qui s'est prolongée en Europe, mais qui a été plus courte, mais plus intense en même temps aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui s'est prolongée en Europe, continentale, notamment la, de 2008-2010 et puis la crise du Covid de 2020. Heu, on voit qu'avec ces crises, non seulement le chômage a augmenté, mais ces catégories périphériques ont aussi augmenté et qu'elles ne sont pas revenues à leur niveau initial. Et là, je me réfère notamment aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler de Great Resignation, le mouvement de grande démission, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a constaté une augmentation forte des démissions au cours des derniers mois. Mais une partie de cette Great Resignation, c'est aussi que des personnes ont quitté leur emploi de façon volontaire ou involontaire d'ailleurs, mais aussi de façon volontaire et ne sont pas, sont sortis de la population active en fait, hein. Le taux d'activité a baissé aux États-Unis, donc ces personnes, elles sont un peu dans ces catégories périphériques et mais, avant même, ces crises, ce que l'on constate aussi au cours des 20 dernières années, c'est que en tant que catégorie macroéconomique, le chômage, en fait, on le constate aussi au niveau des régularités macroéconomiques, il joue de moins en moins le rôle de bon indicateur, de l'état du marché du travail. Et notamment ici, je me référerai à une étude récente, hein, qui a été publiée il y a quelques mois d'un économiste, britannique et d'un économiste, américain, qui ont montré que, alors de façon plus approfondie pour le Royaume-Uni et les États-Unis, que ce n'est plus tant le chômage que ce qu'ils appellent le underemployment, hein, donc le sous-emploi, alors qu'eux, ils mesurent comme la somme, donc sous-emploi au sens large, hein, comme la somme des chômeurs et des personnes qui sont contraintes sur leur temps de travail en fait, hein, qui ne travaillent pas autant qu'elles voudraient travailler pour aller vite. Beh, c'est que, quand on regarde la courbe de Phillips, hein, qui relie, vous savez, de façon inverse normalement, le taux de croissance, des salaires nominaux
et l'évolution du chômage et le niveau de chômage, ils s'aperçoivent que c'est plus performant de prendre la notion élargie d'underemployment pour retrouver la courbe de Phillips que la notion de chômage. Et ça résout un peu ce qui est un peu un mystère pour les macroéconomistes, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, de dire, bah, écoutez, après notamment la grande récession de 2010, le taux de chômage est redescendu relativement vite à des taux très bas. Il est repassé en dessous de 5% et bah, on ne voit pas les prix augmenter, enfin les salaires augmenter, pas du tout. Et du coup, il y a eu beaucoup de débats sur mais est-ce que la courbe de Phillips est toujours valable, etc. Oui, la courbe de Phillips est toujours valable, mais à partir du moment où on remplace le taux de chômage par le underemployment, hein, c'est-à-dire une notion élargie de chômage. Et donc ici, je vous ai pris juste un des graphiques de leur article. Eux ici, alors, ils prennent l'indicateur du Bureau of Labor Statistics américain, hein, l'indicateur le plus large. Le Bureau de Labor Statistics, lui aussi, depuis une trentaine d'années même, a tout un indicateur qui va de U1 à U7 sur les notions de taux de chômage élargi, en fait. Donc là, c'est un indicateur qui prend les gens qui sont contraints aussi sur leur temps de travail, les chômeurs découragés, enfin bon, voilà, hein, donc c'est un indicateur propre au BIT qui dépasse l'indicateur, enfin, qui est assez proche de l'indicateur d'Eurostat. Et ce qu'on voit ici, c'est que ici, vous avez donc les taux de croissance du salaire nominal, et ici, vous avez l'évolution de cet indicateur. Et vous voyez bien, simplement d'un point de vue graphique, pure corrélation descriptive, hein, sans faire d'économétrie, vous voyez bien qu'il y a une assez bonne corrélation inverse entre ces deux indicateurs, et que donc on peut retrouver la courbe de Phillips, mais si on ne prend plus le chômage, mais plutôt cet indicateur élargi. Alors, euh, je- un mot sur une catégorie particulière qui est le chômage des jeunes, en fait. Pourquoi? Parce que pour les jeunes aussi, depuis un certain nombre d'années, on a vu apparaître un nouvel indicateur et publié maintenant de façon régulière par l'OCDE et qui commence à être utilisé aussi dans les statistiques nationales. Cet indicateur, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Not in Employment Educational Training, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi, et voilà. Et quand on prend cet indicateur, effectivement, le diagnostic, hein, c'est pour ça que c'est important de croiser différents indicateurs, les diagnostics sur des problèmes, hein, le problème du chômage des jeunes, par exemple, en France, peut apparaître un peu différent. Et cet indicateur, dans le cas de la France d'ailleurs, maintenant on a des statistiques sur les NEET, hein, qui sont faites en France depuis récemment, et cet indicateur qui était au départ un indicateur purement statistique est devenu aussi une catégorie administrative. C'est-à-dire que depuis son extension depuis 2018, mais depuis son expérimentation en 2013, le dispositif de garantie jeune, qui est le dispositif principal de la politique de l'emploi en France vis-à-vis des jeunes les moins qualifiés, ce dispositif, tel qu'il est défini, ça, il n'est plus défini par rapport à une cible définie en termes d'âge, hein, qui est les catégories de jeunes traditionnels, les moins de 25 ans, etc. Mais il est défini comme sa catégorie cible, elle est définie officiellement, administrativement, comme les NEET, hein, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, etc. Bon. Donc c'est devenu une catégorie administrative de la politique de l'emploi. Alors, les indicateurs, ils ne sont pas neutres, évidemment, parce qu'ils deviennent des catégories administratives, etc. Mais les indicateurs, ils sont porteurs aussi d'interrogations, évidemment, qui permettent de mieux analyser le marché du travail. Ils sont porteurs aussi ils ont une dimension normative qu'il ne faut pas négliger. Cet indicateur de NEET, qui parfois se substitue donc à l'indicateur de chômage, il n'est pas neutre. Pourquoi? Parce que pourquoi s'intéresser aux NEET plutôt qu'aux chômeurs? Les NEET, c'est les chômeurs, en gros, plus les inactifs qui ne sont pas en formation. Et donc, si vous définissez, et cet indicateur, on l'utilise uniquement pour les jeunes. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que socialement, la société considère que si vous êtes jeune, soit vous devez être en formation, soit vous devez être au chômage, mais que ce n'est pas légitime, pour ainsi dire, ce n'est pas, enfin, ça pose un problème social que vous soyez inactif sans être en formation. D'accord? Donc, c'est pas neutre quand même. Si on compare les différents indicateurs, ici je vous ai repris le taux de chômage, là aussi, alors je crois que c'est, là aussi à chaque fois je vous fais les moyennes sur 2010,
2020 pour éviter, évidemment des effets de conjoncturels, qui faussent un peu. Bon, ben, c'est pas grave. Sur la diapo précédente, je vous montrais les taux de chômage. Et on voyait que sur les taux de chômage, en fait, la France a un taux de chômage relativement important, notamment beaucoup plus important que les États-Unis ou le Royaume-Uni, par exemple, le taux de chômage des jeunes. Mais déjà, si on rapporte le taux de chômage des jeunes au taux de chômage de l'ensemble de la population active, et si on regarde le ratio, on s'aperçoit que la France, finalement, a un ratio beaucoup plus proche du Royaume-Uni et des États-Unis. Donc de dire, bah, voilà, déjà, ne serait-ce que faire ce petit calcul, ça nuance un peu le propos, et c'est de dire, bah, si en France, on a un taux de chômage des jeunes relativement important, c'est aussi parce qu'on a un taux de chômage global, tout simplement, relativement important. Ici, vous avez l'indicateur des NEET, en fait. Et vous voyez que finalement, quand on prend les NEET, bah, là aussi, le diagnostic qu'on peut porter sur le problème des jeunes sur le marché du travail en France, il est un peu plus nuancé que quand on prend le taux de chômage BIT direct. Hein, vous voyez que là, la France, elle garde un taux de chômage, un indicateur relativement élevé, mais qui finalement, et par rapport au taux de chômage au Royaume, enfin à l'indicateur au Royaume-Uni, aux États-Unis, n'est pas considérablement plus élevé, hein, et n'a rien à voir en proportion dans le différentiel des. C'est juste pour rebondir sur ce que tu évoquais sur l'enjeu autour de la construction des indicateurs. Ouais, En fait. ouais. C'est-à-dire que, voilà, évidemment, une mesure, elle n'est jamais objective et c'est une construction sociale. C'est ce que tu rappelais d'ailleurs au départ en expliquant que le chômage était une invention, une construction, d'ailleurs, qui avait une importance normative. Hein, c'est ce que tu soulignais. C'est-à-dire quand la catégorie de Ouais, chômage a été créée, c'était aussi pour identifier ce que les économistes ont ensuite appelé le chômage involontaire. C'est-à-dire cette idée, voilà, le chômeur, c'était celui qui était à ses dépens, voilà, oui, indépendamment de sa volonté, dans une situation qui, du coup, le rendait un peu créancier de la société, qui lui devait assistance ou accompagnement. Et dans ce que tu évoquais sur la déconstruction du chômage, il y a l'aspect normatif aussi. C'est-à-dire que c'était aussi une période où, justement, on voulait, y compris dans la théorie économique, revoluntariser la situation de chômage. ouais, Et ouais, donc, j'ai ouais, bien aimé ce ouais, que ouais. tu disais sur les NEETs aussi, dire, voilà, c'est effectivement pas neutre ce que ça véhicule en termes de regard social sur ce qu'est la bonne position, le bon statut. Quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Ça, c'est très important ce que tu dis. Alors, en remontant dans l'histoire du chômage, qui est quelque chose déjà passionnant, et le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure, donc je vous laisse toujours deviner. Je ne sais pas s'il y a des réponses dans le Moi, chat, j'ai mais deviné, mais j'espère. ah bah, trop fort, trop fort. Mais il était un auteur fondamental sur le sujet. Mais effectivement, et notamment au Royaume-Uni, hein, c'était pour distinguer les chômeurs des autres pauvres, en fait, hein, et de dire, ben voilà, parmi les pauvres, il y a des pauvres méritants, capables de travailler et qui le sont pour des raisons involontaires, en fait, hein, et c'était ça. Et du coup, et notamment au Royaume-Uni, on a pensé presque simultanément, je dirais, à la fois la catégorie du chômeur et à la fois le fait que le chômage était un risque et qu'il devait être indemnisé. Hein, donc tout de suite, très vite, au Royaume-Uni, dès 1911, on a mis en place un système d'indemnisation du chômage qui était, hein, qui résultait directement du fait on pouvait penser le chômage comme un risque, en fait. Hein, donc, mais c'était une construction intellectuelle. Hein, effectivement, ça, c'est très, très important à le remarquer. Et je crois que c'est très utile de toujours, hein, bon, Christophe est évidemment de cet avis, mais c'est toujours intéressant d'avoir en tête l'histoire, en fait, hein, et de resituer tout ça et de toutes les catégories économiques dans l'histoire pour aussi comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Toujours dans cette idée un peu globale de dire, ben voilà, le chômage, c'est qu'est-ce qui s'est un peu compliqué dans notre dans l'évolution du chômage, etc. C'est que, ben, enfin, ou compliqué ou un peu qui a changé au cours disons des années récentes, c'est aussi le lien entre la croissance, l'emploi et le chômage, en fait. C'est-à-dire que ça, je crois que c'est un aspect important. Alors, certains aspects peuvent déborder un peu le programme, et je crois que c'est important de resituer de façon un peu plus large. Parce que le programme parle surtout des fluctuations, mais je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus de long terme aussi sur le lien croissance emploi-chômage. À court terme comme à long terme, en fait, hein, c'est que si on part du dernier segment, hein, c'est-à-dire le lien entre l'emploi et le chômage. Évidemment, le lien entre l'emploi et le chômage, il est lié d'une part
à la démographie et d'autre part au comportement d'activité. Bon. Et ça, c'est pas négligeable. Et là, je me permettrai, parce que de renvoyer à mon petit repère où j'ai essayé d'expliquer ça, mais ça, c'est important parce que pour comprendre pourquoi la France a eu un taux de chômage aussi important au cours des dernières années, qu'aujourd'hui il reflue, et quand on compare à des pays comme l'Allemagne, c'est que le facteur démographique n'est pas négligeable. Hein, quand vous avez 300 000 personnes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, ou quand vous en avez 100 000 ou 50 000, ben, même si à long terme, effectivement, c'est pas l'emploi s'ajuste, hein, plus ou moins à la population, mais à, à court moyen terme, ça fait quand même des différences assez importantes. Et puis, il y a ces comportements d'activité. Est-ce qu'on rentre sur la population active? Est-ce qu'on on ne rentre pas sur la population active alors qu'on voudrait quand même travailler? Mais ça renvoie à ce qu'on vient de voir aussi, est-ce qu'on reste dans ces catégories un peu périphériques? Et puis, je vais me concentrer plutôt sur le premier segment de ce lien, c'est-à-dire sur le segment PIB emploi. Et je vais commencer par le long terme, hein. C'est qu'à long terme, on constate, et ça je crois que c'est très important à avoir en tête, constate un fort enrichissement de la croissance en emploi, et là depuis les années 1990. Alors là, je vais repartir de petites équations comptables, hein, toutes simples, mais je crois qu'ils sont quand même très éclairantes pour comprendre certains tableaux de l'INSEE. Tout simplement, que ce soit au niveau micro comme au niveau macro, on peut définir si Y désigne la production, PR la productivité par tête ou par emploi, plus exactement, et N le nombre d'emplois, ben, on a tout simplement Y, la productivité, c'est Y sur N, hein, et donc la production, c'est le nombre de personnes au travail fois ce que produit chaque personne au travail, hein, donc PR fois N. Si on désigne par, on affiche un petit O, le taux de croissance, hein, donc x fois 100, pour de petites valeurs, l'équation 1 implique que pour de petites valeurs, hein, c'est des approximations, ça veut dire tout simplement que le taux de croissance de la production est égal au taux de croissance de la productivité du travail plus le taux de croissance de l'emploi. Encore une fois, ce sont des équations purement comptables, hein. Les mécanismes économiques qu'il peut y avoir derrière sont plus complexes. Et donc, tout simplement, on constate, si on fait le bilan chaque année et qu'on regarde à travers des données de l'INSEE les valeurs de ces variables, on constate que l'emploi est tout simplement, le taux de croissance de l'emploi est la résultante du taux de croissance de la production moins le taux de croissance de la productivité. D'accord? Bon. Et c'est ça qui détermine la richesse en emploi de la croissance. C'est-à-dire à taux de croissance donné, bah, plus le taux de croissance de la productivité aura été fort, moins le taux de croissance de l'emploi aura été fort. Donc moins la croissance aura été riche en emploi. Alors, on peut intégrer aussi les heures de travail dans ce raisonnement et dans cette petite équation comptable. Euh, la productivité par tête, c'est tout simplement la productivité horaire fois le nombre d'heures moyen travaillées. D'accord? Et donc, si on remplace PR par PRH fois H dans votre équation, ben, on a donc cette fois-ci le taux de croissance de l'emploi qui est simplement égal au taux de croissance de la production, moins le taux de croissance de la productivité horaire et moins le taux de croissance des heures travaillées. D'accord? Ce qui, voilà. Alors, repartant de ces équations que j'ai remises là en haut, regardons ce tableau de l'INSEE qui, à mon avis, est très important et qui permet aussi d'avoir un peu de recul historique. Hein, et je vous ai mis en face les équations, les termes tels que je les ai définis dans mes petites équations comptables, hein. Donc Y, c'est le PIB, l'emploi, c'est N, PR, c'est la productivité par tête, grand H, c'est le nombre d'heures moyen travaillées, donc la durée du travail par tête, et PRH, la productivité par tête. Donc vous pouvez bien constater qu'aux arrondis près, ici, tous les chiffres qui apparaissent sur chaque période, on a bien les équations, on les trouve bien ici, et notamment que pour mon équation de base, hein, le taux de croissance de l'emploi au cours des années 60, début des années 70, 0,7, c'est bien la résultante du taux de croissance moins le taux de croissance de la productivité par tête. Ou c'est bien la résultante du taux de croissance moins la durée du travail et moins la productivité horaire. D'accord?
Alors, qu'est-ce que signifie, tout ça? Bah, si vous regardez sur les différentes périodes, si vous regardez sur les différentes périodes, hein, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, comme vous le savez, le taux de croissance du PIB, il baisse. Son rythme moyen, a été divisé par 2 en gros, même plus de 2 si on prend la période 62-73, mais si on prend la période 50-73, il a été divisé par 2, hein, donc on n'a plus qu'un taux de croissance annuel moyen de 2,6 au cours de la période 90, et puis il est même un peu plus faible sur la période 2008, 1992-2007, et puis, sur la période depuis la grande récession et avant la crise du covid, il est encore plus faible. Il a été encore divisé par 2, d'accord? Mais si vous regardez le taux de croissance de l'emploi, au cours des années 90, avec un taux de croissance de l'emploi 2 fois et demi, et même plus, inférieur à ce qu'il était au cours des années 60, on a un taux de croissance de l'emploi, heu aussi important, même plus important. Et même en volume, hein, puisque ça porte sur heu, des bases évidemment, des niveaux, supérieurs. On crée beaucoup plus d'emplois chaque année, depuis les années 90 jusqu'en 2017 qu'on en crée au cours des années 60, hein, et ça il faut garder en ça. Et si vous prenez, les années 2008-2018, bah, vous apercevez qu'effectivement là, le taux de croissance de l'emploi est quand même, plus faible, mais finalement, il est à peu près du même ordre, que dans les années des années 74 à 90, avec un taux de croissance du PIB qui a été divisé pratiquement par 3. D'accord? Donc, vous voyez que, le lien entre la croissance et l'emploi a fortement changé, et la croissance est devenue beaucoup, beaucoup plus riche en emplois. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on aurait des taux de chômage encore plus importants, et ça, c'est quand même un changement quand même très important. Et à quoi est dû cet enrichissement de la croissance en emploi, en fait? Alors, il peut être dû à plusieurs choses, hein. Il peut être dû au ralentissement du progrès technique, hein, qui est un facteur exogène du taux de croissance de la productivité, mais il peut être alors ce qui est peut-être en partie le cas, il y a beaucoup de débats là-dessus, vous en parlerez peut-être aussi avec, Philippe Aghion, mais il est dû aussi simplement à un effet, je dirais, de structure, sur, de l'emploi, qui fait que ce que reflète le taux de croissance de la productivité de l'emploi pour l'ensemble des emplois, donc, hein, pour l'ensemble de l'économie, c'est le fait que, la structure des emplois se modifie et qu'on a créé, notamment depuis les années 90, beaucoup d'emplois peu qualifiés. Et donc comme ces emplois peu qualifiés ont une productivité moyenne inférieure à, la productivité moyenne des emplois déjà existants, ça fait automatiquement baisser, la productivité moyenne, d'accord? Et donc, ça, compensé par les facteurs exogènes qu'il faut augmenter la productivité, du travail, mais ça pèse sur le taux de croissance de la productivité de l'emploi. Et alors pourquoi on a créé aussi autant d'emplois peu qualifiés? C'est un lien aussi, c'est pas l'unique raison, mais c'est un lien avec les politiques d'abaissement du coût du travail peu qualifié, hein. Donc je dirais que dans cette partie, on parle aussi des politiques publiques. Juste pour avoir en tête quand même, que vous ayez une idée, c'est quoi le coût du travail? Qu'est-ce qui compose le coût du travail en fait, hein? Le salaire brut, hein, le salaire brut, généralement c'est la donnée, qu'on précise pas le salaire, hein, dans les données statistiques, on parle d'habitude du salaire brut ou dans les annonces d'emploi et cetera. Salaire brut, si on prend comme bassin le salaire brut c'est quoi? C'est 22 de cotisations sociales salariées, 10 de salaire net qui va dans la poche du salarié avant impôt sur le revenu, d'accord? Ici on ne parle pas de l'impôt sur le revenu. Mais à ce salaire brut se rajoute l'équivalent de 39 de ce salaire brut, et ça là on est au niveau du salaire moyen, d'accord? Donc le, salaire super brut, c'est-à-dire le coût du travail pour l'entreprise. Bon, il y a d'autres choses qui viennent, mais en gros par approximation, le coût du travail pour l'entreprise, c'est 139, d'accord? Donc pour 78 que touche le salarié, l'entreprise paye, 139, d'accord? Au niveau du salaire moyen. Alors, ça, c'est au niveau du salaire moyen. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années? On a mis en place une politique d'abaissement du coût du travail sur, les bas salaires, et là, je vous donne le schéma un peu compliqué que met à jour, les collègues de l'OFCE, mais qui vous dit ici, là, ce sont les taux de prélèvement,
Donc en pourcentage du salaire brut, ça correspond aux 39%, d'accord? Du, ce sont le taux de cotisation, patronale, ce qu'on appelle communément les charges patronales, donc calculées en pourcentage du salaire brut, d'accord? Et ça, alors attention, ce qui apparaît ici, ce sont des exonérations, hein, c'est pas ce que paye, mais au contraire ce que l'on exonère. Et ici, vous voyez que les salaires ont été classés en fonction de multiples du SMIC. Ça veut dire qu'au niveau du SMIC aujourd'hui, les entreprises ne payent pratiquement pas de cotisations sociales. En fait. C'est-à-dire, en fait, elles ne payent que des cotisations sociales pour les accidents du travail, hein, qui sont pas et qui dépendent en plus du taux d'accident du travail qu'ils ont, etc. Mais c'est la seule chose qui reste. Tout le reste, tout le reste a été exonéré. Et ensuite, vous voyez qu'il y a eu des couches successives de politiques qui ont exonéré les voilà. Et donc, vous voyez que ce système est dégressif. Ça veut dire, par exemple, si vous prenez 1,5 SMIC, bah, à 1,5 SMIC, en fait, sur les presque 40% que l'on devrait payer, on exonère encore, pratiquement 13% de ces 40%, hein. À chaque fois, ici, ce qu'on dit, c'est ce que l'on exonère, hein, ce que l'on retire du total, des 39% dont je vous parlais. Et vous voyez que ces exonérations, elles vont loin, puisque, il y a eu des exonérations sur l'assurance maladie qui vont jusqu'à 2,5 SMIC, hein, et qui représente quand même presque 7% du coût heu, du salaire brut, hein, et puis vous avez eu des exonérations qui montent jusqu'à 3,5 SMIC, et jusqu'à 3,5 SMIC, vous avez même quelques exonérations, hein. On est de l'ordre de 1 à 1,5%, donc qui diminuent, hein, les 39% de départ. D'accord? Bon. Donc on a eu tout un tas de politiques qui ont surtout exonéré au niveau des bas salaires, hein. Vous voyez que c'est dégressif et que c'est surtout au niveau des bas salaires. Alors, cette politique, en fait, hein, cette politique, heu, c'est une politique en faveur des entreprises, qui baisse le coût du travail pour les entreprises, d'accord? Heu, Si on reprend un bon vieil indicateur que l'on aime bien en économie, qui est assez simple, qui est, le taux de marge, l'excédent brut d'exploitation sur, la valeur ajoutée. Et là aussi, je reprends un, un graphique de l'OFCE. Je remercie mon collègue qui peut m'entendre, mais Mathieu Plane, qui m'a autorisé à l'utiliser, euh, qui est le taux de marge depuis les années 80. Et on voit que le taux de marge, hein, vous savez qu'avec le premier choc pétrolier, le taux de marge a fortement baissé, et qu'ensuite, à partir du tournant de la rigueur de 1983, la priorité de la politique économique, ça a été quand même de rétablir le taux de marge. Et on voit que à partir des années 86-87, on est revenu à l'étiage, je dirais, un peu historique. En gros, c'est 30%, un tiers pour le capital, hein, pour l'excédent brut d'exploitation, et deux tiers pour la masse salariale. Voilà, hein, c'est un peu l'étiage historique. Et que depuis, on est resté et qu'on a connu des fluctuations. Et c'est que le cet effort massif qui a été fait en faveur des entreprises, hein, de baisser le coût du travail, on ne le voit pas très bien dans le taux de marge. Cet effort, il a commencé dès le début des années 90. On ne le voit pas très bien parce qu'on voit des fluctuations, mais on voit qu'on reste, hein, autour de la moyenne, qui n'a pas beaucoup changé en plus de 30 ans quand même. D'accord? Et pourquoi on ne le voit pas? Parce que cet abaissement de cotisations sociales, il est venu compenser heu, un facteur qui allait dans le sens inverse, qui était l'augmentation du salaire minimum. Donc on a baissé les cotisations sociales, notamment sur les bas salaires, pour compenser l'augmentation du salaire minimum et pour que ce soit neutre pour les entreprises, d'accord? Et puis sur la période plus récente, le taux de marge s'est effondré, hein, avec la crise enfin effondré. Il a baissé de façon un peu significative. C'est pas effondré parce qu'on est loin quand même des minimums des années 80, bon. Et on voit que là, les dernières mesures avec le CICE, le pacte de responsabilité, et cetera, elles ont servi à compenser cet effondrement, enfin cette baisse, disons, pour rétablir le taux de marge sur son étiage un peu historique, d'accord? Mais que sans ces aides, bah, le taux de marge serait resté très bas, en fait, d'accord? Bon, voilà à quoi on servi, et ces abaissements du coût du travail,
important, je n'ai pas fini. L'abaissement du coût du travail, notamment sur les non qualifiés, a permis de ne pas pénaliser l'emploi non qualifié, mais en plus a permis de développer l'emploi non qualifié, hein. Et on voit, et là je vous renvoie aussi à toute la thématique de la polarisation de l'emploi, où on voit que en France aussi comme dans d'autres pays, ce qui prouve que c'est pas la politique d'abaissement du coût du travail n'est pas le seul facteur, mais qu'on voit que là où on crée beaucoup d'emplois, c'est en haut et en bas de la distribution des salaires. Alors donc ça, c'est pour les tendances de long terme. Alors maintenant, sur les tendances peut-être de plus court terme, là aussi, on peut s'intéresser aux évolutions du PIB à plus court terme et de l'emploi et du chômage à plus court terme, hein, ce qui renvoie à la question du cycle de productivité. Alors le cycle de productivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue purement mécanique, quand la production baisse, si on n'ajuste pas l'emploi ou les heures de travail immédiatement, enfin l'emploi en l'occurrence, ben, la productivité par tête, elle baisse. Ça veut dire que chaque travailleur va produire moins puisque la production a baissé, hein. Donc, quand la production baisse, la productivité baisse. Et symétriquement, quand la production augmente, si on n'ajuste pas immédiatement l'emploi et que plutôt on ajuste les heures de travail en faisant travailler les gens plus longtemps, vous allez voir que votre indicateur de productivité moyenne, il augmente aussi, hein. Donc on a des courbes parallèles entre production et productivité. Et le parallélisme dépend beaucoup de la vitesse d'ajustement des entreprises. Alors, cette vitesse d'ajustement des entreprises, elle aurait dû s'accroître un peu du fait de la flexibilisation du marché du travail. On ne le constate pas vraiment. Pourquoi? Parce que cette flexibilisation, finalement, elle a été assez modérée. Alors, cette flexibilisation, elle a pris quelle forme? On a assisté à un certain assouplissement des règles de protection de l'emploi, même si celles-ci restent relativement élevées par rapport aux autres pays de l'OCDE. Donc ici, vous avez les derniers chiffres de l'OCDE, hein. L'OCDE a un indicateur qui, alors, hop, il faut que je vous le mette en entier, hein, elle calcule un indicateur en regardant de façon très très précise les règles juridiques, hein, et conventionnelles qui encadrent les licenciements pour les CDI et qui encadrent le recours au CDD et à l'intérim, d'accord? Plus cet indicateur est élevé, plus donc c'est difficile de licencier pour les CDI et plus le CDD et l'intérim sont encadrés, donc sont difficiles à mobiliser. Et donc on voit que ce qui caractérise la France, c'est que même si cet indicateur a baissé, elle reste plutôt dans la fourchette haute des pays, des grands pays de l'OCDE, hein, avec un indicateur certainement plus élevé que les pays beaucoup plus flexibles comme le Royaume-Uni et les États-Unis, mais qu'elle est encore plus, dans une fourchette encore plus haute pour le CDD et l'intérim. Mais ce qui n'a pas empêché le CDD et l'intérim de se développer, et notamment parce que ce sont des moyens de contournement du CDI que les entreprises perçoivent comme très réglementés. Enfin, voilà. Si on fait un petit aparté sur les CDD et l'intérim, quand je vous disais la flexibilisation, quand on regarde de près, en fait, on s'aperçoit que on a assisté à une montée des CDD et de l'intérim, mais que cette montée elle est surtout concentrée avant les années 2000. Hein, ici, vous avez la part dans l'emploi salarié des CDD et de l'intérim, et vous voyez que cette part, elle était de 7,3% pour le CDD en 1990, elle a dépassé les 10% au début des années 2000, mais que depuis, elle fluctue entre 10 et 11%. L'intérim, en revanche, lui, il a augmenté plutôt de façon continue, hein, jusqu'à très récemment avec la crise. Et il a été même multiplié par 3 jusqu'en 2018, mais on part quand même de niveaux relativement faibles. Ce qui est très frappant sur la période la plus récente, c'est que c'est la baisse de la durée moyenne des CDD, hein. La durée moyenne des CDD, elle passe de 112 jours à 46 jours, rien que dans la décennie des années 2000. Alors pourquoi? Parce que se sont développés beaucoup de CDD d'usage et notamment très concentrés dans certains secteurs, hein, dans le médico-social, la santé, l'action sociale, aux hôtels, restaurants, les arts et spectacles. Et ce que l'on soupçonne en partie, donc c'est du 1 à l'assouplissement juridique, mais 2 aussi au fait que si les entreprises recourent à ça et si elles trouvent des gens qui acceptent ça aussi, c'est parce que le système d'indemnisation chômage le permet. Et ça vous explique pourquoi dans une, enfin, la réforme très controversée de l'indemnisation du chômage récente, elle va dans le sens de pénaliser les CDD courts, hein, parce que le chômage permettait finalement aux gens, trop facilement entre guillemets, d'alterner entre chômage et emploi,
Alors, est-ce que c'était de façon volontaire ou involontaire? Ça, évidemment, c'est en partie involontaire, mais enfin, voilà. Et le pari qui est fait, c'est de dire, si on pénalise ça, ben, les entreprises, elles trouveront plus personne, ou elles trouveront moins de gens qui acceptent ça parce que, bah, voilà, ce sera plus difficile de faire survivre ces gens, tout simplement, avec l'indemnisation du chômage. Alors, toujours sur le lien entre PIB et emploi, ce que l'on constate aussi, c'est que ce qui est très frappant, quand on compare maintenant les 2 crises, c'est qu'on constate que, heu, les entreprises ont réagi de façon assez différente aux 2 crises, en fait. Et que, elles ont réagi beaucoup plus, même si c'était moins que ce qu'on pouvait anticiper. C'est-à-dire qu'elles ont ajusté quand même plus l'emploi au cours de la première crise que de la deuxième crise. Alors c'est vrai que ces crises étaient de nature assez différente, c'est vrai, bon. Mais si on regarde simplement les chiffres, hein, en 2009 par rapport à 2008, vous avez eu une récession enfin un recul du PIB de 2,9 et le chômage a augmenté de 19 En 2020, le PIB a baissé de 7,9 hein, donc beaucoup plus, et le taux de chômage n'a augmenté entre guillemets que de 12 Donc vous voyez que des ajustements très différents. Alors, à quoi c'est dû? Bah, tout simplement aux mesures gouvernementales qui ont été développées. Alors d'abord, il y a eu le télétravail qui a permis aux entreprises de s'adapter pendant le confinement, ça c'est vrai. Mais ce qui a joué aussi massivement, c'est que c'est l'usage du chômage partiel. C'est que le gouvernement a aussi tiré les enseignements de la crise précédente. Pourquoi? Parce que dans la crise précédente, on s'était aperçu qu'en France, finalement, l'emploi s'était ajusté de façon relativement importante. Pour chaque point de PIB perdu, en France, on avait ajusté beaucoup plus l'emploi qu'en Allemagne, par exemple. Et du coup, on avait regardé ce qui s'était passé en Allemagne. En Allemagne, les entreprises avaient utilisé beaucoup plus massivement des ajustements d'heures et des dispositifs de type un peu chômage partiel. Du coup, le gouvernement, cette fois-ci, a utilisé massivement le chômage partiel. Et on voit sur ce schéma que au plus fort de la crise, hein, à mars, avril, donc ça ce sont des données d'Eurostat, c'est au plus fort de la crise, on est monté jusqu'à en France, vous voyez qu'on n'est pas les seuls, mais qu'au-dessus de l'Allemagne et en dessous de l'Italie, mais on est monté pratiquement un tiers des salariés qui ont pu être concernés à un moment donné, au mois de mars-avril, par du chômage partiel. Donc on a utilisé massivement le chômage partiel. Et puis en plus, le gouvernement a mis en place des dispositifs de type aide aux entreprises, donc mesures spécifiques pour les jeunes, notamment développer la garantie jeunes, etc. Mais surtout des emplois aidés, hein, des aides subventionnées, une subvention massive de l'apprentissage, ce qui fait que l'apprentissage a bondi de 40 en 2020. Hein, c'est-à-dire le nombre d'apprentis a augmenté de 40 en 2020 par rapport à 2019 grâce aux subventions de l'État. Donc hein, l'État a effectivement, là, le quoi qu'il en coûte, je dirais, hein, sans porter un jugement sur la pertinence de la politique, mais cette politique, on la lit. Je vais attaquer la question maintenant qui est plus en lien avec sur les institutions et le rôle des institutions. C'est le fait que le regard sur les institutions a changé aussi et l'attribution de leur rôle dans la montée du chômage. Et de dire qu'on a un discours plus modéré, notamment porté par la CDE, hein, qui a quand même une influence quand même très importante sur les discours publics dans les différents pays membres, sur le chômage et donc sur les causes du chômage. Alors, sur les règles je commencerai par les règles de protection de l'emploi. Mais aussi, ça vaut pour l'indemnisation du chômage. Alors pourquoi l'OCDE a eu un... Alors, je crois que j'ai sauté un slide. Oui, pardon. Je reviens en arrière. En introduction, il faudrait rappeler qu'au cours des années 80
début des années 90, donc ce discours néolibéral donc, a été développé par l'OCDE, mais dans un contexte assez particulier. C'était le contexte de ce qu'on appelait l'euroscléros, où on se demandait mais pourquoi le taux de chômage n'avait pas baissé après les chocs pétroliers, notamment en Europe continentale, alors qu'il était revenu à des niveaux nettement plus bas, au moins à la fin des années 80, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et c'est là que on a mis le doigt sur les institutions du marché du travail. Et donc là, je vous remets rapidement, il y a eu deux études très qui ont marqué l'histoire, en fait, je dirais, de l'OCDE, parce que ces études ont été faites à la demande des pays membres. C'est la OECD Job Study et la OECD Job Strategy. Donc, la première sur le diagnostic, la deuxième sur les préconisations. Et là, je vous ai mis des extraits de la OECD Job Study qui développe le discours de la flexibilisation et qui va servir un peu de cadre intellectuel un peu par la suite, alors qui sera plus ou moins appliqué évidemment, avec des différences importantes selon le pays, mais qui va fonder quand même le paradigme, je dirais, ce qu'on a appelé le paradigme néolibéral. Alors pourquoi, à partir des années 2000, le discours a quand même été beaucoup modéré? Parce que, à la suite de ça, on a développé aussi des travaux empiriques, et notamment, là, je reviens sur des institutions plus particulières, notamment les règles de protection de l'emploi. Pourquoi? Parce que on n'a pas trouvé finalement que les règles de protection de l'emploi, de lien très net entre les règles de protection de l'emploi et les niveaux de chômage, quand on compare les différents pays. D'accord? Alors on a trouvé là je vous renvoie aussi aux repères sur le chômage où tout ça est expliqué. Bon, on a trouvé des liens avec effectivement, éventuellement la segmentation du marché du travail, la durée du chômage, etc., mais pas de lien sur le niveau de chômage global. Et puis, aussi, à la fois d'un point de vue théorique et empirique, on s'est aperçu de quelque chose, c'est de dire, c'est pas tant les institutions prises séparément qui jouent, mais c'est plutôt la combinaison des institutions qui peut jouer et sur le niveau de chômage. Et notamment, vous avez des combinaisons mauvaises et puis des combinaisons vertueuses. Et c'est là que, notamment, est apparu tout le discours sur la flexicurité danoise, dont je vous rappelle le fameux triangle d'or de la flexicurité danoise, c'est quoi? C'est de dire, on a, c'est vrai, un niveau de protection d'emploi, de règles de protection d'emploi relativement faible. On a un niveau d'indemnisation du chômage relativement élevé, là qui pourrait jouer plutôt négativement, qui pourrait provoquer plus de chômage, mais ceci est compensé par une politique active de l'emploi, d'accompagnement des chômeurs et d'activation des chômeurs relativement élevée. Et c'est ça, et ça constitue une combinaison particulièrement vertueuse qui fait que même si on a une institution qui, prise isolément, pourrait favoriser le chômage, une indemnisation du chômage élevé, en fait, au contraire, elle est intégrée dans une combinaison plutôt vertueuse, en fait. Et l'OCDE a continué ses travaux là-dessus, et notamment, ce qui est intéressant, notamment dans un travail relativement récent qui date de 2017 de l'OCDE, quand elle tire les conclusions les enseignements comparatifs de la crise de 2008-2009, c'est un peu les mêmes enseignements que le cercle vertueux de la flexibilité. Elle dit finalement les pays qui sont le mieux ajustés, qui ont été le plus résilients face au gros choc macroéconomique qu'a constitué la crise, ce sont les pays où effectivement la protection de l'emploi n'est pas trop rigide, et notamment ça aide au fait que les pays, il y ait moins d'effets de persistance. C'est-à-dire que la protection de l'emploi, c'est un effet d'atténuation, c'est-à-dire que quand il y a un choc macroéconomique, on ne licencie pas tout de suite, et donc ça atténue l'impact sur le chômage à court terme, mais à moyen terme, on finit par licencier, mais ensuite, la reprise de l'emploi est plus et plus lente. Pourquoi? Parce que les entreprises ont plus de réticence à embaucher. Donc ça, c'est l'effet de persistance. Donc, pour éviter l'effet de persistance, il ne faut pas que la protection de l'emploi soit trop importante. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir des politiques actives, c'est-à-dire de ne pas laisser les gens quand ils sont au chômage, de les former, de les accompagner, etc. Ça, c'est très important. Et ce qui s'est révélé important aussi, c'est que il y a un autre aspect du triangle d'or, mais qui est plutôt un carré d'or, un carré magique danois, qui est le rôle des négociations collectives. On s'est aperçu que la négociation collective a joué un rôle important pendant la crise, c'est-à-dire qu'elle avait permis d'ajuster plutôt les salaires et les heures de travail que l'emploi.
pendant la crise de 2008-2009. Et d'ailleurs, ce que je vous racontais sur le chômage partiel en Allemagne, c'est beaucoup le résultat d'actions collectives et pas tant le résultat de politiques publiques développant des ajustements horaires plutôt que des ajustements d'emploi. D'accord? Donc ça, c'est, je dirais, le nouveau credo de l'OCDE, c'est de dire, ben voilà, ce qui compte, c'est plutôt la combinaison des politiques. Ce qui compte, c'est de bien comprendre comment s'articulent les chocs et les institutions et de trouver les combinaisons plutôt vertueuses, plutôt que de dénoncer, de prendre à part une institution du marché du travail, de dire, ben voilà, c'est forcément négatif ou c'est forcément positif, etc. Et notamment pour l'indemnisation du chômage aussi, hein, ce qui est vraiment important. Et ça, j'en parlerai un peu, si j'ai le temps, dans la question sur l'appariement, c'est que les travaux plus récents vous montrent que l'indemnisation du chômage, une indemnisation du chômage peut être trop élevée, ça peut avoir des effets en de maintien de chômage élevé, mais une indemnisation trop basse du chômage, ça a des effets négatifs sur la qualité de l'appariement. Ça oblige les gens à retourner trop vite à l'emploi sur des emplois qui ne leur sont pas adaptés, et cetera. Bon. Donc des discours beaucoup plus modérés. Alors parmi aussi les regards qui ont profondément changé, je dirais, c'est le regard sur le salaire minimum. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais vous donner des références bibliographiques, mais le dernier prix Nobel d'économie, vous avez peut-être vu, il a été donné notamment à David Card. Et David Card, il a notamment eu le prix Nobel parce qu'il a développé des travaux empiriques originaux. Et notamment, ce pourquoi il est plus connu, c'est le fait qu'il ait révolutionné un peu le regard sur le salaire minimum, notamment aux États-Unis, avec son ouvrage avec Alan Kruger en 1995, dans un contexte où 90% des économistes américains étaient persuadés que le salaire minimum ne pouvait avoir qu'un effet négatif sur l'emploi. Or, ce que montre leur livre, c'est qu'à partir notamment aux États-Unis, là où on part de niveau de salaire minimum relativement faible, les augmentations de salaire minimum n'avaient pas d'impact négatif sur l'emploi. Et ça a eu un impact très important. Les travaux de Card et Kruger, puis d'autres travaux au Royaume-Uni, etc., ça a eu des impacts sur les politiques publiques. Voyant ça, le Royaume-Uni a adopté en 1999, voyant ça, aussi poussé par les syndicats, etc., le Parti travailliste, mais ce qui a achevé de convaincre Tony Blair à l'époque, c'était le résultat des études économiques, notamment aux États-Unis et en Angleterre, qui avaient montré que les salaires minima n'avaient pas d'impact négatif sur l'emploi. Donc a été adopté un un salaire minimum national en 1999, qui a été augmenté régulièrement, d'accord? Et toutes les études montrent qu'on ne décèle pas d'effets très négatifs sur l'emploi, si bien que c'est un gouvernement conservateur en 2016 hein, qui a décidé non seulement de changer le nom du salaire minimum, mais de s'engager sur un programme quinquennal de forte augmentation du salaire minimum, ce qui fait qu'entre avril 2016 et avril 2022, et normalement, récemment, le gouvernement britannique a dit qu'il respecterait l'engagement d'augmenter le salaire minimum aussi en 2022. Au total, le salaire minimum au Royaume-Uni aura augmenté de presque un tiers. D'accord. Ce qui est assez considérable. Hein, et même si on tient compte de l'inflation voilà, hein, en termes réels, ça vous fait quand même du 20-25% en termes réels. Bon. Alors, deux raisons de ce choix. Que ce soit fait par un gouvernement conservateur. Un, la raison d'ailleurs affichée, mais pourquoi c'est un gouvernement conservateur? Parce qu'ils disent un salaire minimum faible coûte cher à l'État. Et pourquoi il coûte cher à l'État? Parce que l'État est obligé de compenser la faiblesse des revenus des travailleurs pauvres par des prestations sociales, et notamment des prestations sociales en emploi. Hein, en France, on a la prime d'activité, et ce sont des systèmes d'impôts négatifs, pour aller vite, hein, qui sont réservés, donc des prestations qui sont réservées à des gens qui sont en emploi et qui prennent qui prennent des formes fiscales, d'accord. Et du coup, bah, c'est l'État qui paye à la place des mauvais employeurs qui accordent des salaires trop faibles. Et du coup, c'est pour faire des économies budgétaires aussi que l'État dit bah, non, il faut que les entreprises payent des salaires décents pour que moi, je n'ai pas à passer derrière en accordant ce qu'on appelle des in-work benefits, hein, donc c'est une prestation sociale en emploi. Et puis, il y a aussi l'objectif affiché de dire, mais le problème du Royaume-Uni, c'est que on a beaucoup de bas salaires et on est dans une espèce d'équilibre un peu pervers entre salaire bas, productivité basse, et accroître les salaires
c'est un choc sur l'économie, aussi un choc de productivité. Ça obligera les entreprises peut-être à adopter des modes de production plus intensifs en travail qualifié, à mieux former aussi peut-être leurs salariés et cetera. D'accord? De même, en Allemagne, c'est seulement en 2015, hein, qu'on a introduit un salaire minimum. Pas d'effet notamment sur l'emploi, d'accord? Et du coup, là aussi, hop, forte augmentation, annoncée par le gouvernement, qui vient d'être élu. On est annoncé un passage à 12 €, ce qui représenterait, une augmentation de 26 quand même par rapport au salaire minimum, qui est, déterminé en janvier de l'an dernier. D'accord? Alors, comment se passe comment se pose la question en France? En France, est-ce que malgré tout ça et donc on a aussi une mobilisation, on a une directive européenne qui est sur la table, qui n'a pas été encore adoptée, au niveau européen et cetera, sur le salaire minimum. Donc on est dans un contexte beaucoup plus favorable au salaire minimum dans tous les pays de l'OCDE, que par rapport même à il y a une, par rapport à il y a 20 ans, c'est sûr, mais même par rapport à il y a une dizaine d'années. En France, on est dans un contexte tout à fait différent. C'est-à-dire que la France, en termes de niveau absolu et relatif, et avait une position assez exceptionnelle, hein. C'était des grands pays de l'OCDE, c'est celui qui avait le salaire minimum le plus élevé. Et notamment en termes relatifs, si on compare ce que représente le salaire minimum en termes de salaire médian, en France en 2020, on est à 62% du salaire médian. Au Royaume-Uni, malgré toutes les augmentations depuis 2016, on est quand même à 54%, pardon, 49% en Allemagne et très au-dessus des États-Unis où le salaire minimum représente l'équivalent de 34% du salaire médian. Et donc, le consensus au sein des économistes, mais au sein des administrations économiques aussi, et au sein, je pense, d'un large spectre des partis politiques, puisque cette politique n'a jamais été remise en cause, c'est-à-dire, attention, le SMIC en termes de coût du travail est trop élevé, et donc il faut abaisser le coût du travail du SMIC. Et d'où les politiques qui ont été mises en place depuis le début des années 90, hein, depuis la loi quinquennale sur l'emploi, dont j'ai parlé plus haut. Et du coup, dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, et là aussi, je dirais, si je retraçais avec mon fil sur la fin du chômage. L'inquiétude, c'est plus tant le chômage, parce que le chômage est revenu à des taux très bas, hein. On est autour de 4%, 5% en Allemagne et au Royaume-Uni. Mais le problème, c'est les travailleurs bas salaires et les travailleurs pauvres, en fait. Et si on prend alors ici, vous avez le graphique, hein, sur les dernières données disponibles sur les travailleurs à bas salaire et les travailleurs pauvres. Il faut surtout pas confondre les travailleurs à bas salaire et les travailleurs pauvres. Les travailleurs à bas salaire, c'est les travailleurs qui gagnent moins de 2 tiers en salaire horaire, hein, qui gagnent moins de 2 tiers du salaire horaire médian dans le pays. Donc ce sont hein, c'est calculé en fonction du salaire. Les travailleurs pauvres, ce sont des travailleurs qui appartiennent à des ménages pauvres, hein. Donc je vous renvoie aux définitions de la pauvreté qui est définie au niveau des ménages et non pas au niveau des personnes. D'accord? Et donc vous pouvez être dans un ménage pauvre alors que vous gagnez 3 500 € par mois. Tout simplement, si vous êtes le seul apporteur de revenus du ménage et qu'il y a 15% dans votre ménage, bah, par unité de consommation, c'est comme ça que se calcule le taux de pauvreté, bah, vous serez pauvre. D'accord? Donc il ne faut pas confondre les deux. Ce qu'on voit très bien ici sur ce schéma, c'est que la France, grâce à son salaire minimum relativement élevé, elle a un taux de bas salaire très bas. Enfin, à part la Suède qui fait beaucoup mieux, mais c'est le taux le plus bas avec la Suède. On est au même niveau que le Danemark, que l'Italie, etc. Bon, et d'ailleurs 3 pays qui n'ont pas de salaire minimum, hein, légal au passage, hein, mais bon, qui ont des conventions collectives. Et vous voyez que la France a des taux de bas salaire très inférieurs à l'Allemagne. Au Royaume-Uni, on était aussi à 22-23% il y a encore une dizaine d'années, mais grâce à l'augmentation du salaire minimum, ça baisse. Bon, donc et ce que vous voyez, c'est que le taux de salaire de travailleurs pauvres, en fait, hein, lui, il n'est pas si différent que ça. Même si on compare simplement la France et l'Allemagne, on voit en Allemagne, on a beaucoup plus de travailleurs bas salaires, mais on a un taux de travailleurs pauvres finalement à peu près du même ordre. Alors pourquoi? C'est parce que
pour des raisons démographiques. Les gens qui sont à bas salaire, ils sont dans des ménages où il y a des gens qui ne sont pas à bas salaire et où en tout cas d'autres gens travaillent, donc ils ne sont pas dans des ménages pauvres, première chose. Et les travailleurs à bas salaire en Allemagne, c'est beaucoup des femmes à mi-temps, mais dont le mari travaille. Bon. Et puis, c'est dû, et là je regarde aussi le Royaume-Uni, c'est dû aussi au système de redistribution, puisque vous prenez l'ensemble du revenu, et pas seulement les salaires, quand vous parlez de pauvreté. Bon. Mais vous voyez que dans un pays comme le Royaume-Uni, il y a beaucoup de travailleurs à bas salaire, et si on arrive à maintenir bas le taux de pauvreté, c'est aussi parce qu'on redistribue beaucoup pour compenser aussi les bas salaires. Hein. Donc le pari que fait le Royaume-Uni, c'est qu'il faut augmenter le SMIC pour baisser cette redistribution et pour faire maintenir un taux de travailleurs pauvres faible, mais en baissant la part des bas salaires et pas seulement en faisant de la redistribution. Donc vous voyez que là, on sort du chômage, mais c'est un autre indicateur du fait que dans ces pays-là, c'est pas tant le chômage qui inquiète, c'est pour ça qu'on augmente le salaire minimum, mais on a d'autres. Alors là, petite page de pub. Excellent ouvrage qui a reçu un des prix de l'Association française des sciences économiques l'an dernier sur le salaire minimum. Vous retrouverez tout ce que vous voulez savoir sur le salaire minimum et l'emploi. Je vous incite fortement à vous référer à cet ouvrage. Comme je vous disais, l'appariement aussi, raisonner en termes d'appariement, là aussi, ça déstabilise un peu, je dirais, la catégorie de chômage traditionnelle. Catégorie de chômage traditionnel où on a tous en tête le schéma d'offre, de demande, la différence entre l'offre et la demande, et c'est ça le chômage. Or là, c'est le marché du travail en termes d'appariement, hein, d'allocation de la main-d'œuvre et d'appariement des demandeurs d'emploi aux emplois vacants. La question de l'appariement, elle a un fort lien, je pense que Philippe Aghion vous en parlera peut-être, avec les enjeux de la destruction créatrice, hein, et la question des institutions du marché du travail et de leur lien potentiel avec le chômage est relié à cette question. C'est-à-dire que, hein, ce que reprend Aghion et qu'il a fortement développé par rapport à l'idée de Schumpeter, c'est que le capitalisme est un processus constant de destruction créatrice. Et du coup, si les entreprises retiennent leurs travailleurs ou si on maintient artificiellement des entreprises, des secteurs qui doivent disparaître et qu'on maintient des travailleurs dans ces entreprises en déclin, ce n'est pas la bonne stratégie. Il vaut mieux qu'ils passent par le chômage, mais que là, on les forme, on les accompagne, etc., et qu'on les réoriente vers des secteurs plus dynamiques et qui sont porteurs de l'innovation, de la croissance, etc. Alors, je ne vais pas venir là-dessus. Ici, moi, je vais m'intéresser à une question plus prosaïque, qui est celle de dire, voilà, est-ce qu'il y a un chômage d'inadéquation frictionnel très fort, hein, en France aujourd'hui, puisqu'on entend beaucoup parler justement de pénurie de main-d'œuvre, etc. Alors, il y a étrangement, il y a une notion, un indicateur qui n'est pas votre programme et qui, à mon avis, devrait y être, mais qu'on n'a pas mis, qui est la courbe de Beveridge. Mais je vais peut-être sauter là, et parce que je vais sauter là, et parce que si je commence à la courbe de Beveridge, on va déborder, il est déjà 18h53. J'en viendrai juste pour conclure sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, quelle réalité en fait. Ah, justement sur le problème que l'on a, c'est qu'on a un problème de mesure des besoins, enfin des besoins des entreprises et de la réalité en fait de ces emplois vacants ou de ces emplois non pourvus et des réelles difficultés de recrutement des entreprises. Alors c'est vrai que quand on regarde de plus près, il peut y avoir des problèmes d'inadéquation de qualification, etc. Mais c'est intéressant aussi d'avoir là aussi des éléments descriptifs très globaux qui changent un peu la vision que l'on peut avoir. Et notamment, il existe une enquête, hein, dont tous les résultats sont disponibles sur Internet. Vous tapez BMO sur Internet, vous aurez tous les tableaux. Ça, c'est très facilement. Là, les tableaux que je vais vous montrer, on peut les montrer à des élèves, réfléchir avec eux, etc. C'est que chaque année, Pôle emploi a une enquête auprès des entreprises, un énorme échantillon d'entreprises, hein, donc qui est très représentatif non pas sur les embauches qu'elles ont faites, mais sur les embauches qu'elles envisagent. Et
quelles difficultés de recrutement elles anticipent pour ces embauches-là. D'accord? Et donc, l'objectif de Pôle emploi, c'est d'anticiper un peu où vont se créer les emplois, sur quel métier, dans quel secteur, dans quelle région aussi, hein, parce que c'est et quels sont les métiers porteurs pour orienter aussi vers les chômeurs. Et quels sont les enseignements? Il y a 3 enseignements qui sont assez intéressants et qui nuancent peut-être un peu la vision que l'on peut avoir de ces problèmes-là. D'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les métiers qui recrutent le plus en volume, hein, c'est-à-dire en milliers, quels sont les métiers qui recrutent chaque année le plus? Ce ne sont pas les métiers très qualifiés. Et première chose. Deuxième chose, quels sont les métiers où les plus fortes tensions? C'est pas forcément les métiers qui exigent les niveaux de diplôme les plus élevés, mais c'est plutôt des problèmes de spécialisation plutôt que de niveau de diplôme. Et quels sont les métiers symétriquement où les tensions sont les plus faibles? Ce ne sont pas forcément des métiers peu qualifiés. Alors, pour illustrer ça, c'est justement un tableau qu'on peut donné par Pôle emploi en fait, hein. Ça, ce sont les 2 métiers qui, en 2021, dans l'enquête BMO de 2021, dans lesquels on va recruter les plus. Et là, ce sont des milliers, hein. On s'attend à recruter 89 520 agents d'entretien locaux, des aides-soignants, et cetera. Bon, vous voyez que dans tous ces métiers, ça va être les métiers les plus créateurs d'emplois en 2021. Vous voyez que dans tous ces métiers, le seul qui soit vraiment très qualifiés, c'est les ingénieurs, les cadres d'études R&D informatique, etc., là, les data scientists notamment. Bon, là, on va créer beaucoup, mais on va quand même créer moins que les agents d'entretien locaux. Et que vous voyez que, bon, à part les artistes, musique, etc., mais vous voyez que tous les autres métiers, ce sont des métiers peu qualifiés. Donc, on crée massivement, hein, chaque année, des métiers peu qualifiés. Là où les tensions sont les plus fortes, et donc là, c'est en pourcentage, hein, quand on vous dit, voilà, je vais recruter, par exemple, tant de carrossiers, je m'attends sur mes 3 embauches, je m'attends à 2 embauches difficiles, etc. Donc vous faites ça. Vous vous apercevez que c'est beaucoup des métiers, alors assez spécifiques, médecins, bon, pour des raisons assez spécifiques ça, mais c'est des métiers, alors certains très qualifiés, médecins, vétérinaires, géomètres, et d'autres qui ne sont pas forcément très qualifiés, aides ménagères, etc. Et ou des métiers plutôt artisanaux ou de manœuvres qualifiées, d'accord? Et donc c'est plus des problèmes de spécialisation, que des problèmes de, niveau de voilà. Et de même que les métiers où il y a le moins de tension, l'indicateur lui, il comprend, attention, hein, il est très différent de l'indicateur de l'INSEE, hein, puisqu'il comprend le labor market slack, hein, c'est sous-utilisation du marché du travail, donc c'est les chômeurs plus le sous-emploi, mais qui lui-même est différent de la définition de J'avais une question pour revenir sur la question des institutions. C'est oui. plus une remarque qu'une question, mais pour peut-être que tu prolonges là-dessus. Tu as bien montré comment en fait l'OCDE avait changé sa philosophie sur cette question en montrant que ce qui était important, et notamment avec l'exemple danois, c'est la complémentarité des institutions, hein, au regard du fonctionnement du marché du travail, et en particulier la manière d'encaisser les chocs macroéconomiques. L'autre chose dont on s'aperçoit, notamment autour de ce débat sur la flexicurité, c'est la grande difficulté à copier-coller en gros les institutions, à Oui, dire par exemple, voilà, bon, il suffit de faire de la France un petit Danemark ou un grand Danemark et tout va fonctionner. oui, oui, C'est-à-dire le fait que les institutions, elles sont enracinées. Tu parlais par exemple des conventions collectives au oui. Danemark et des conventions collectives Alors, en Allemagne, sont enracinées dans une histoire longue, oui, hein, une oui, oui. culture, voilà, et c'est évidemment complexe Mais de alors, transposer. et ça, c'est très, très important parce que ouais, ouais. Et justement, alors c'est très important parce que je citais le triangle d'or, en fait. Et ça, le triangle d'or, vous le trouvez dans une publication de l'OCDE, Perspective de l'emploi de l'OCDE, disponible sur le site de l'OCDE d'ailleurs, hein. Perspective de l'emploi de l'OCDE 2004. C'est là qu'ils font un peu leur aggiornamento en disant, ben voilà, regardez le Danemark, la flexicurité, c'est plutôt ça le modèle, etc. Et ils tracent le triangle d'or, hein, politique active de l'emploi, indemnisation du chômage, protection de l'emploi, etc. Et il ne parle pas de ce qu'il y a derrière, effectivement, et ce que tu viens de dire. Ce qu'il y a derrière comme condition de la réussite de ce modèle, c'est aussi les négociations collectives et le poids des syndicats.
Effectivement, avoir une protection de l'emploi faible dans un pays où les syndicats sont forts, ça n'a pas du tout la même signification que d'avoir une protection de l'emploi faible Mhm. dans un pays où les syndicats sont faibles. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que les dérives possibles sur les licenciements abusifs ou un peu trop systématiques, elles sont plus difficiles quand effectivement on a des syndicats plus forts. Donc c'est une condition quand même importante. Voilà, et donc ça c'est une première chose. Et deuxième chose, ce qui n'apparaît pas non plus dans la réflexion de l'OCDE, c'est qu'on est dans des marchés du travail qui sont très différents à l'époque, hein, on est encore au début des années 2000. La différence se sont fortement réduites depuis. Mais si on compare le niveau de qualification de la population active, hein, au cours des années 90, au Danemark et en France, on s'aperçoit qu'en France, le pourcentage de personnes qui n'ont pas de qualification, hein, qui sont arrêtées avant le bac, est beaucoup plus important qu'au Danemark. Bon. Et donc ça veut dire que quoi? Bah, ces personnes-là, qui en plus ont été prises souvent dans des organisations du travail très peu qualifiantes, puisqu'on a été un pays très taylorien en France. Bon. Ces personnes-là, si vous les remettez sur le marché du travail, elles sont beaucoup moins employables qu'un Danois qui a bac ou bac plus 2, qui en plus a reçu plus de formation continue pendant qu'il était en entreprise, qui a été dans des organisations du travail qu'on appelle plus apprenantes, hein, c'est-à-dire plus propices à de l'apprentissage, etc. Donc on est dans des contextes tout à fait différents. Bon. Et donc le Danois, lui, il peut accepter de repasser par le chômage. D'autant plus qu'il sait qu'il sera accompagné, il sera bien indemnisé, il aura droit à des formations, etc. Le français, qui est en plus au fin fond d'une campagne, puisqu'on a une industrialisation qui a même été très rurale en France, et qui est dans son usine Molinex, au fin fond d'une région où Molinex est pratiquement l'unique employeur qui se retrouve à 50 ans en n'ayant jamais été formé, en étant rentré sans aucune qualification sur le marché du travail, lui parler de flexicurité, pour lui, c'est surréaliste, c'est même de la provocation. Et donc, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de faire sauter l'usine s'il se fait licencier. Enfin, et je plaisante même pas quand je dis ça, hein, parce que ça renvoie à des tragédies sociales. Bon. Et donc, on est dans des contextes tout à fait différents quand on parle de la flexicurité en France et au Danemark. De Patrick de Vaugirard et Kevin Bezosi que je prendrai tout à l'heure en conclusion peut-être. Mais là, on a une question par exemple, sur les questions d'appariement. Voilà une Oui. question qui interroge le rôle, voilà, le rôle de la formation initiale en France. Par exemple, du choix de l'enseignement général versus l'enseignement technique. Hein. Par Ouais, exemple, si on ouais, compare, tu parlais tout à l'heure des chiffres de l'apprentissage, mais si on compare au modèle allemand aussi de ce point de vue-là, voilà, ouais. est-ce que le problème d'information, de culture des métiers valorisés, est-ce que voilà, manque de culture en France a un rôle dans cette difficulté d'appariement? Oui, oui, ça c'est vrai, évidemment, et ça a été, je dirais, reconnu depuis longtemps, en fait, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1981-82, il y a eu un rapport très important sur les jeunes, qui était le rapport Schwartz, et qui a mis en place des politiques de l'emploi en faveur des jeunes. Mais dans ce rapport Schwartz, on créait des nouveaux dispositifs qui étaient l'ancêtre du contrat de professionnalisation aujourd'hui, et ces dispositifs, comme le contrat de qualification, il était destiné dans les concepteurs publics, hein, à l'époque, de s'intégrer dans un système d'apprentissage rénové, donc dans un système d'alternance, mais qui se ferait sur le modèle allemand. Et l'idée, c'était de dire, c'est l'État qui prend l'initiative, mais c'est aux partenaires sociaux ensuite de développer une formation en alternance à la demande. Et en fait, pour des raisons là aussi historiques, etc., ben, non, les partenaires sociaux en France n'ont jamais pris le relais, et l'apprentissage en France reste un dispositif public, en fait, ou très fortement public, c'est-à-dire qui est très fortement subventionné. Et là, on le voit, et qui sert en plus d'outils de politique contracyclique, puisqu'on a mis l'accélérateur et on a vu 40% de plus en un an. Mais on voit que voilà, hein, on est dans un mode d'usage aussi assez différent de ce que c'est en Allemagne, et c'est un problème structurel de la France. Alors, il serait trop long de revenir pourquoi, mais effectivement, c'est quelque chose d'important.
une première question qui a trait au chômage français actuellement. Et Oui. voilà, est-ce qu'on a une indication, une estimation de ce que serait le taux de chômage aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte, en particulier sans le dispositif du chômage partiel, voire éventuellement sans l'aide à toutes les entreprises potentiellement zombies que les aides publiques ont réussi à maintenir? Est-ce qu'il y a eu des publications qui estimeraient un taux de chômage hors Euh, intervention? et je n'en ai pas vu passer. Je n'en ai pas vu passer. D'accord. Alors, ce qui est un peu particulier à la crise, c'est que c'est une crise en V, hein, c'est-à-dire que tout s'est effondré très rapidement Mmh. et tout est reparti assez vite. Voilà. Et donc là, effectivement, ce qui aurait fait la différence, c'est si des entreprises avaient disparu. C'est-à-dire que sur quelques mois, à la limite, les entreprises peuvent garder de la main-d'œuvre, en fait. Donc on aurait eu un énorme cycle de productivité pour lequel la Ouais. productivité du travail serait effondrée, mais signe qu'on garde les travailleurs même si on n'a rien à leur donner à faire. Mais ensuite, quand ça repart, ben voilà, ça repart. Donc il faudrait calculer le nombre de faillites évitées et, et d'essayer de voir combien d'emplois auraient été détruits. Mais ça, c'est pas évident à faire. Mais voilà. Mmh. Alors, Et sur le plus moyen terme, donc la question est, voilà, d'abord c'est la diminution du chômage, voilà, constatée depuis quelques années, et encore d'ailleurs en 2021, voilà, ouais, ouais. qui peut surprendre. Donc il y avait une question un peu générale sur, voilà, c'est quelle est l'explication ou le faisceau d'explication la plus pertinente. Et pour conclure, finalement, est-ce qu'on va sortir du chômage de masse au cours de la prochaine décennie? Alors, juste d'un point de vue, alors voilà, hein, je remonte ce tableau-là. C'est pas une explication, mais c'est quand même, vous voyez que même quand on a des taux de croissance très faibles actuellement, on crée quand même pas mal d'emplois, quoi, hein, avec, Mmh. et depuis les années 90. Donc parmi les explications, hein, il y a quand même, l'explication que les politiques mises en œuvre depuis, une dizaine d'années ont eu une certaine efficacité. Heu, les politiques relatives, alors là, il faut être prudent parce qu'on n'a pas des évaluations directes et contrefactuelles et cetera. Mais les politiques à la fois de flexibilisation, mais bon, assez modérées, mais de la, des licenciements et cetera, mais notamment avec les heu, la le licenciement, conventionnel. Mais et La rupture puis, conventionnelle, oui. pardon, la rupture conventionnelle et puis, les effets massifs, enfin, les aides massives qui ont été données aux entreprises quand même. À un moment où, hein, c'est ce que je montrais tout à l'heure, au moment où, finalement le taux de marge, baissait, où la compétitivité, baissait aussi, on a fait quand même des transferts massifs, aux entreprises. Et là, je renvoie aux travaux de la OCDE qui montrent que ces transferts massifs, ils ont été beaucoup, financés par des prélèvements sur les ménages. Donc on a fait une politique de l'offre, au détriment d'une politique de la demande, mais en se disant: «Beh, la priorité en ce moment, c'est plutôt une politique de l'offre» et cette politique de l'offre, apparemment, a eu une certaine efficacité. Qui fait qu'effectivement, en tendanciellement, on était bien parti s'il n'y avait pas eu, la crise du covid pour revenir au taux de chômage, de 7 qu'on avait juste avant la crise de 2008, d'accord? Au moins en métropolitaine et que du coup, ce qui avait été annoncé par Macron à son arrivée, de dire: «Bah, au bout de 5 ans, on aura un taux de chômage de 7 il serait arrivé quoi, hein. Donc voilà. Mais du coup, heu, est-ce qu'on peut baisser beaucoup plus? Alors là, on risque de buter sur des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et cetera, mais encore une fois, dont la mesure est pas si évidente que ça. Et ensuite, les problèmes, c'est on risque de c'est pour ça, c'est aussi au-delà du chômage, hein, ou la fin du chômage,
On a des problèmes de dire: «Mais attention, le chômage, de toute façon, ne mesure pas tous les problèmes» et on a de plus en plus de gens qui sont dans des catégories périphériques, d'autre part d'autre part, il va falloir, regarder ce qui se passe du côté des travailleurs bas salaires et du côté, des travailleurs pauvres qui risquent de même si on a une marge, hein, importante, avant d'atteindre les niveaux, notamment du Royaume-Uni, mais qui risquent de devenir dans les années à venir un peu un des problèmes de premier plan et peut-être un peu moins de chômage. Merci beaucoup. Merci à vous tous Voilà. d'avoir participé. Et puis à très bientôt. Donc, je fais la page de pub aussi pour le prochain entretien de Melchior. Je crois que ça a été mis dans le chat aussi. Le prochain, c'est précisément avec Philippe Aguillon, je crois. J'essaie de retrouver le lien. Mais enfin, voilà. Vous l'avez dans le chat. Merci, Jérôme. Euh, À très bientôt. Au revoir à Au revoir. tous.